Le F-35 se retrouve au cœur d'un débat stratégique qui fait déjà beaucoup parler dans les cercles de défense internationale. Un bombardier modernisé, conçu à l'époque soviétique, vole plus vite que l'avion de combat le plus coûteux jamais produit. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas de la propagande. C'est de la physique. Et ce que cela implique dans un contexte de tension mondiale mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Si vous souhaitez comprendre les grands enjeux géopolitiques et technologiques qui façonnent notre monde aujourd'hui, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces analyses. Le F-35 Lightning II a coûté 1700 milliards de dollars à développer. C'est le programme militaire le plus onéreux de toute l'histoire des États-Unis. En face, le Tu-160, surnommé le cygne blanc par les Russes, est un bombardier stratégique dont la conception remonte aux années 1980. Et pourtant, dans une confrontation directe, les données techniques montrent quelque chose d'inattendu. Le bombardier soviétique modernisé dépasse le chasseur américain en vitesse de pointe. Le Tu-160 atteint Mach 2,5. Le F-35, dans ses meilleures conditions de vol, ne dépasse pas Mach 1,6. Ce chiffre, à lui seul, change tout dans un scénario d'interception. Pour comprendre pourquoi cette comparaison est si significative, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le Tu-160. Ce n'est pas simplement un avion ancien remis en service. C'est une plateforme stratégique repensée autour de 3 capacités qui, combinées, le rendent particulièrement difficile à neutraliser. La première est la vitesse, déjà mentionnée. La deuxième est le rayon d'action. 12 000 km sans ravitaillement et une autonomie quasi illimitée avec ravitaillement en vol. Un appareil capable de décoller depuis une base en Russie, d'accomplir une mission au-dessus de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord, puis de rentrer à sa base sans jamais se poser ailleurs. La troisième capacité, et c'est là que tout se complique, c'est son armement. Le Tu-160 peut emporter jusqu'à 12 missiles de croisière Kh-101, chacun ayant une portée de 5000 km. Cela signifie concrètement que le bombardier n'a pas besoin d'approcher sa cible pour accomplir sa mission. Il peut lancer ses missiles depuis l'autre côté de l'océan Atlantique et rentrer tranquillement pendant que les missiles continuent leur trajectoire. C'est précisément ce point qui change les règles du jeu. Dans un cadre militaire classique, un intercepteur comme le F-35 est censé approcher l'avion adverse, entrer dans sa zone de tir et l'éliminer avant qu'il ne cause des dégâts. Mais si l'appareil ciblé peut lancer ses munitions depuis une distance 31 fois supérieure à la portée maximale du missile le plus avancé du F-35, alors la logique d'interception s'effondre. Le missile RR-AIM-120D, le plus performant en service opérationnel, a une portée de 160 km. Le Kh-101, lui, atteint 5000 km. Cette différence n'est pas un détail technique, c'est une asymétrie fondamentale. En février 2026, l'analyste militaire russe Yuri Knutov a déclaré publiquement que la version modernisée du Tu-160, connue sous le nom de Tu-160M2, possède des capacités de vitesse supérieures à celles du F-35, même avec post-combustion, et qu'il appartient à une génération fondamentalement différente de l'appareil original. Cette déclaration a peu retenu l'attention en Occident, mais elle résume bien l'évolution de ce programme. Le Tu-160M2 intègre de nouveaux moteurs NK3202, 20% plus puissants que les moteurs d'origine, une avionique entièrement numérisée, des systèmes de guerre électroniques de nouvelle génération dont les capacités réelles restent classifiées, et la compatibilité avec les nouveaux missiles hypersoniques KHB d'une portée de 6500 km. Pour mettre cela en perspective, le F-35 doit se trouver à moins de 160 km pour tirer ses missiles. Le Tu-160M2C peut lancer les siens depuis 6500 km. L'écart de portée est de 40 fois. À la fin de l'année 2025, la Russie dispose d'au moins 20 Tu-160 opérationnels au sein de ses forces aérospatiales et la production se poursuit. Ce qui est assez remarquable, c'est que cette reprise de production était considérée comme techniquement impossible pendant des années. Les savoir-faire nécessaires à la fabrication de ces appareils avaient été largement perdus avec la dissolution de l'Union soviétique. Les récupérer a représenté un effort industriel considérable, ce qui témoigne de la priorité stratégique accordée à ce programme. Face à cela, le F-35 possède des atouts réels qui méritent d'être reconnus. Sa furtivité est exceptionnelle. Sa signature radar équivaut à celle d'une bille métallique. Pour les systèmes radars du Tu-160, le chasseur américain apparaît comme un bruit de fond, non comme une menace identifiable. Ces capteurs EOTS sont parmi les plus avancés au monde, capables de détecter et de suivre
un Tu-160 a des distances considérables. Et sa capacité à opérer dans des environnements à haute menace, à pénétrer des systèmes de défense antiaérienne sans être détecté, reste sans équivalent. Sur le papier, le F-35 dispose de tout ce qu'il faut pour localiser un Tu-160. Le problème n'est pas la détection. Le problème est l'interception. Pour illustrer concrètement pourquoi, voici un scénario basé sur des données réelles de distance, de vitesse et de temps de réponse. 6 Tu-160 décollent d'une base au sud-est de Moscou à minuit, heure locale. Ils volent à vitesse subsonique de croisière vers le nord, en direction de l'Arctique, pour économiser du carburant. À 1h30 du matin, les satellites et radars d'alerte avancés du NORAD détectent la formation au-dessus de l'océan Arctique. Le protocole de réponse est activé. Les F-35 basés en Islande reçoivent l'ordre de décoller. À 2h du matin, les chasseurs sont en l'air. La distance qui les sépare des bombardiers est d'environ 1000-1800 km. À 2h30, les Tu-160 allument leur post-combustion. Mach 2, les F-35 volent à leur vitesse maximale, Mach 1,6. La distance se réduit, mais moins vite que les contrôleurs de l'OTAN l'espéraient. À 2h45, les bombardiers entrent dans leur fenêtre de lancement. Ils se trouvent à 5000 km de leurs objectifs en Europe occidentale. Les F-35 sont encore à 600 km des bombardiers. À 2h46, 72 missiles Kh-101 sont en l'air. À 2h47, les 6 Tu-160 virent à 180 degrés et accélèrent en direction de la Russie à Mach 2. À 3h20, les F-35 atteignent la position où se trouvaient les bombardiers au moment du lancement. Les Tu-160 sont maintenant à 700 km de distance et s'éloignent à une vitesse que les chasseurs ne peuvent pas égaler. Aucun tir n'a eu lieu. Les missiles volent depuis 34 minutes vers leurs objectifs, et les bombardiers sont déjà en espace aérien russe. Ce scénario met en lumière 4 problèmes structurels qui n'ont pas de réponse simple. Le premier est la vitesse différentielle, déjà décrite. Dès que le Tu-160 active sa post-combustion, il échappe à toute tentative de poursuite. Le deuxième est l'asymétrie de portée des missiles. L'écart entre 5000 et 160 km rend toute interception classique inopérante. Le troisième est le temps de réponse. Entre la détection et la mise en position de tir des F-35, le bombardier a déjà accompli sa mission. Le quatrième est le facteur numérique. 20 Tu-160, lançant simultanément, représentent 240 missiles en l'air en même temps. Les systèmes de défense de l'OTAN ne sont pas dimensionnés pour répondre à une saturation de cette ampleur. 3 pistes sont régulièrement évoquées par les analystes pour répondre à ce défi. La première consiste à neutraliser les appareils avant leur décollage, via des frappes de précision sur leur base. Le problème est évident. Cela équivaudrait à une action militaire directe contre le territoire russe, franchissant un seuil qu'aucun gouvernement occidental n'a encore envisagé de manière officielle. La deuxième piste est la guerre électronique. Perturber les systèmes de navigation des missiles pour les dérouter. Mais les versions les plus récentes de ces missiles utilisent une combinaison de guidage inertiel, de GPS et de reconnaissance d'images en phase terminale, ce qui les rend beaucoup moins vulnérables aux interférences externes. La troisième option, souvent citée comme la plus réaliste, est le bombardier furtif américain B-21 Raider. Cet appareil de nouvelle génération est conçu pour pénétrer des systèmes de défense anti-aérienne avancés sans être détectés et pourrait théoriquement atteindre les bases des Tu-160 avant leur décollage. Mais cela nous ramène au même problème que la première option, agir avant le décollage, c'est agir sur le sol russe. Ce que cette situation illustre, c'est une réalité souvent sous-estimée dans les discussions sur la technologie militaire. La supériorité ne se mesure pas uniquement à la sophistication d'un système, mais à l'adéquation entre les capacités d'un appareil et la mission qu'il doit accomplir. Le F-35 est un outil extraordinairement performant pour la supériorité aérienne et les frappes au sol dans des environnements hostiles. Mais il n'a jamais été conçu pour intercepter des bombardiers stratégiques à longue portée. Le Tu-160, lui, a été pensé dès l'origine pour opérer dans une catégorie où les intercepteurs classiques ne peuvent pas le suivre. Ce n'est pas une défaillance du F-35, c'est une conception délibérée du Tu-160. Ce que la modernisation du programme Tu-160M2 révèle, c'est une approche stratégique cohérente. Plutôt que de développer un système entièrement nouveau depuis zéro, la Russie a choisi de récupérer et d'améliorer une plateforme qui avait prouvé sa valeur conceptuelle, en y intégrant des technologies contemporaines.
Le résultat est un appareil qui combine la robustesse d'une conception éprouvée avec des capacités qui n'existaient pas lors de sa création initiale. Dans un monde où les budgets de défense sont contraints et où les délais de développement se comptent en décennies, c'est un choix qui mérite d'être analysé attentivement. La question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si le F-35 est un bon avion. Il l'est. La question est de savoir si les doctrines d'emploi actuelles, les architectures de défense en place et les investissements prévus pour les prochaines années permettront de répondre efficacement à une menace qui a évolué de manière significative. C'est ce débat discret mais fondamental qui se tient actuellement dans les états-majors et les centres d'analyse stratégique des pays membres de l'OTAN.